Belle entrée en matière. Merci les camarades de Rennes et de la région. C'est effectivement très important de faire ce genre de fête pour préparer la riposte, la contre-attaque, pour s'organiser et s'armer idéologiquement. Parce que face à nous, la bourgeoisie, elle a un plan, pas juste au niveau hexagonal, au niveau international, et elle le met en place de manière radicale, offensive et coordonnée. Et justement, on est venu avec une petite équipe de camarades parisiens en voiture, et comme toujours, un peu à la dernière minute, à travailler l'intervention, j'ai eu sur mon téléphone une notification sur mes réseaux sociaux d'un titre de La Tribune. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un journal de capitaliste, je veux dire, sans ambiguïté, sans se cacher. Un titre comme ça, alléchant, qui m'est apparu, Warren Buffett, que faire de 334 milliards quand on a 94 ans? Suivi de rassemblement, puisque ça sortait vraiment à ce moment-là, c'était du 13h59, Woodstock des capitalistes, je ne sais plus dans quelle zone des États-Unis. Alors ce Warren Buffett, c'est qui? Il est à la tête d'une holding, au-delà d'avoir ses 94 ans et ses 334 milliards dont il sait quoi faire. Il produit, transporte, stocke et distribue et fournit de l'énergie. Et il y a surtout, ça m'a rappelé, il y a 20 ans, il a eu cette petite phrase qui montre la conscience de classe qu'ont nos ennemis. Il disait, il y a 20 ans tout juste, en 2005, il y a une guerre de classe, et c'est ma classe, celle des riches, qui mène cette guerre, et nous sommes en train de la gagner. C'est cette guerre de classe que nous mènent les gouvernements, au service de la bourgeoisie et des capitalistes. En France, ça a été dit par Betty, Éric Lombard, ministre de l'économie, a annoncé le 14 avril la couleur du budget 2026, 40 milliards d'économies supplémentaires. Le lendemain, Bayrou est arrivé, et alors il est arrivé sans calotte ni en toute laïcité, et il a désigné les coupables, le monde du travail et de la jeunesse. Nous ne produisons pas assez. On ne travaille pas assez. Alors évidemment, quant à ces deux infos qui sortent, le gouvernement s'en prend aux travailleurs et aux travailleuses pour mieux arroser les riches. Pourtant, est-ce que ça veut dire que ça va baisser tous les budgets? Absolument pas, puisque pour l'armée, l'annonce est déjà faite, Bayrou rassure tout le monde, on augmente de 3 milliards supplémentaires pour l'armée. Suppression de toutes les aides? Évidemment pas. Celles destinées au patronat sont renforcées. Le gouvernement vient de rétablir en fait une partie des subventions aux entreprises du temps du Covid. En effet, c'est l'État et l'UNEDIC qui prennent en charge les salaires des travailleurs mis en chômage partiel. Et le nouveau-né, ça s'appelle, vous verrez dans le dernier Révolutionnaire, c'est très peu dans la presse, c'est Hélène Arnaud qui nous a fait dans le dossier spécial sur le licenciement, s'appelle APLD Rebond. En fait, c'est activité partielle longue durée, mais qui est adoptée là dans la loi des finances 2025, et qui permet surtout aux employeurs de baisser l'activité des salariés de 40%, voire 50%, pendant 1 an et demi, en ne garantissant pour ces heures chômées que 70% du salaire brut. Tout bénef, évidemment, pour les patrons, payés par la collectivité, un demi par l'UNEDIC, et un tiers, je veux dire, par l'UNEDIC, et 2 tiers par l'État. Alors, il s'agit d'une véritable machine à subventionner le patronat, avec pour conséquence des salaires amputés et financés par les salariés eux-mêmes. Je veux dire, quand on parle d'arnaque et de dinguerie, je veux dire, le système est quand même sacrément bien foutu. Mais pendant le Covid, en fait, les cadeaux et les subventions données au patronat, c'est un coût de plus de 34 milliards d'euros en simplement 2 ans qui ont été refourgués au patronat. Alors, c'est qui les assistés? Parce qu'on n'arrête pas de nous parler des assistés. C'est qui les privilégiés? Évidemment, c'est les patrons, les capitalistes, que nous, on détermine comme étant une petite classe de parasites,
et il faut évidemment en finir d'ailleurs avec le patronat et le pouvoir de ces patrons. Et c'est d'ailleurs ce qui nous différencie en fait de la gauche institutionnelle. Nous, il n'y a pas... vous savez, à l'ancienne, il y avait un vieux sketch des Inconnus que vous ne connaissez pas heureusement. On nous disait il y a le bon chasseur et le mauvais chasseur. Là, au sein de la gauche institutionnelle, on nous parle du bon capitaliste et du mauvais capitaliste. Mais en fait, ce qui est une dinguerie totale, c'est d'assumer une société qui est organisée sur l'exploitation de l'homme et des femmes par des hommes et des femmes, et en réalité par une toute petite minorité qui vole, qui s'accapare le produit du travail de l'immense majorité de la population. Et nous, j'ai envie de dire, qu'ils soient français ou pas, le patronat, on n'en veut pas. Cette question de l'exploitation, de l'oppression, si on veut en terminer, ça veut dire qu'il faut en terminer avec la logique, le fonctionnement, l'organisation sociale capitaliste. Il faut qu'ils arrêtent de nous braquer, il faut qu'ils arrêtent de nous voler, et il faut qu'on arrête qu'ils pensent, qu'ils puissent imaginer qu'en plus, on va leur dire « merci patron ». Au contraire, on va dire en fait à tous ces patrons qui licencient qu'en fait, il est grand temps qu'on les licencie également. Il est grand temps qu'on les exproprie. C'est nous qui créons toutes les richesses, c'est nous qui travaillons. C'est donc à nous de décider. Ça semble une évidence, mais c'est quelque chose qui a été totalement abandonné par l'ensemble de la gauche institutionnelle. Pourquoi je dis gauche institutionnelle et pas réformiste? Parce que dans la tradition historique du mouvement ouvrier, entre les révolutionnaires et les réformistes, il y avait un objectif. C'était d'en finir avec l'exploitation, c'était d'en finir avec le pouvoir du patronat. Mais aujourd'hui, plus personne, du Parti communiste en passant par la France insoumise ou le Parti socialiste, plus personne n'a comme objectif d'en finir avec le pouvoir du patronat et avec l'exploitation. Alors oui, on le dit, c'est légitime d'exproprier les patrons. Alors imaginez si c'est légitime pour les patrons qui licencient et qui en plus sont gavés, repus de subventions. Car en effet, rien que les subventions englouties, parfois virtuellement, ça a permis de racheter pas une, pas deux, mais 3 fois en fait certaines entreprises qui ont été subventionnées pendant des années. Alors rappelez-vous, en janvier 2025, la CGT estimait que la vague de licenciements menaçait déjà 300 000 emplois. Depuis, les annonces se succèdent. Dans la sidérurgie, à Mittal, ils veulent supprimer 600 emplois. Dans la microélectronique, secteur stratégique, que Macron et Meloni en Italie ont arrosé de milliards de subventions, et bien justement, le groupe franco-italien Estemicro veut supprimer 2800 emplois. Vous êtes bien placé pour le savoir, même aux fonderies de Bretagne, anciennement Renault, dont Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, se félicite qu'elle se soit reconvertie les fonderies de Bretagne pour produire des obus. Et nous, on ne blâme pas les travailleurs et les travailleuses des fonderies de Bretagne, mais on peut quand même se poser la question de cette reconversion pour des obus qui s'est fait pas simplement avec une reconversion pour les obus, mais aussi avec des dizaines de licenciements et avec un repreneur qui est quand même un spécialiste, parce que Europlasma, eh bien, il est bien plus spécialisé dans la production des plans sociaux que dans la production de quoi que ce soit. C'est un vrai retour capitaliste. Il a déjà racheté en fait en 2021 les fonderies de Tarbes en 2021. Et à Val-d'Une, près de Valenciennes, qui s'occupait qui bossait avec la SNCF, ils ont été aussi rachetés en 2024. Europlasma a publiquement promis de s'orienter vers la transition énergétique, mais très rapidement, on s'est tourné vers les obus. C'est bien évidemment beaucoup plus vendeur. Alors on le dit avec force, ni Chiracanou ni Chirapatron, et les directions syndicales portent une lourde responsabilité sur ce qui est en train de se passer sur les plans de licenciement, les fermetures de boîtes. Sur les licenciements, la stratégie, c'est en fait 1, du boîte par boîte, 2, d'injecter le poison du nationalisme. Ce sont à la fois 2 poisons et 2 impasses. Le boîte par boîte,
j'ai envie de dire, un gamin de 5 ans le comprendrait, ça veut dire que tu divises le rapport de force. Tu te retrouves isolé face au patronat, face au gouvernement, au lieu d'additionner les forces. Je veux dire, c'est d'une évidence que cette stratégie est une impasse et un poison. Et le nationalisme, c'est le fait en fait de défendre le capitalisme, de s'aligner derrière l'exploitation sous prétexte du label Made in France. Alors, on le dit avec force, oui, on est des internationalistes, oui, nous sommes des communistes. On a bien plus d'intérêts communs avec les travailleurs et les travailleuses du monde entier qu'avec les patrons français, qu'avec un Muliez, qu'avec un Arnaud, qu'avec un Bolloré. Nous ne tournons pas le dos à la consigne du manifeste du Parti communiste qui dit travailleurs et travailleuses de tous les pays, unissons-nous. Et on ne sort pas juste pour les 1er mai. C'est une politique quotidienne que l'on mène dans les entreprises, que l'on mène dans les quartiers, que l'on mène dans les lieux d'études. Et c'est encore avec plus de raison. Parce que la classe ouvrière aujourd'hui au niveau international, elle est bien plus importante qu'à l'époque de Karl Marx. Mais évidemment, lorsque tu as abandonné la perspective d'en finir avec le patronat et l'exploitation, la question de l'unité de la classe ouvrière au niveau international n'est plus un objectif stratégique pour toutes ces forces et pour toutes ces directions, se disent-elles de gauche. Alors il y a des alternatives en fait au nationalisme. Ceux qui nous gouvernent, en fait, ils ont peur de la grève. Vous avez vu là toute la campagne médiatique, toute la propagande vis-à-vis des cheminots et des cheminotes parce qu'ils lancent une grève du 5 ou 11 mai. T'as l'impression que c'est la grève générale qui débute. Prise d'otages. Enfin, là, on a tout le panel, tout le champ lexical. Des fois, ça donne vraiment envie quand même de se dire... un jour, peut-être quand même en face à face, quand on sera bien majoritaire, il faudra quand même qu'on rebalance un certain nombre de comptes. Alors évidemment qu'on est du côté des cheminots et des cheminotes, et qui ont bien raison en fait de combattre les réorganisations et les salaires de misère. En fait, leur boîte, elle a fait 1,5 milliard de bénéfices. Et ils proposent quoi 0,5% d'augmentation. Ils sont pas mal, c'est comme là, le Crédit Mutuel de Bretagne, où en fait, pour la prime d'intéressement, il y a eu des grèves là, sur 4-5 jours, sur une boîte de 7000 salariés, où il y a 50% de grévistes sur plusieurs journées. L'atelière, elle s'est augmentée de 84 000 €, mais par contre, la prime d'intéressement, 200 balles. Bon, et donc c'est toujours la même logique, et face à ça, eh ben, il faut leur montrer que ceux qui font tout fonctionner, ben, à un moment donné, évidemment, c'est débat non plus pour eux. Mais pourquoi faites-vous grève au moment où ça fait le plus mal? Pour faire le moins de grève possible et gagner le plus vite possible pour défendre nos intérêts de travailleurs et de travailleuses. Évidemment qu'au lieu de s'enfermer dans des conclaves, et maintenant, cellule de crise. La direction de la CGT a dit victoire. Cellule de crise, vous n'avez pas suivi, c'est Bayrou qui a proposé toutes les semaines une rencontre avec les syndicats pour discuter de la situation concernant les droits de douane. Et donc là, grande victoire. Alors évidemment que le chemin, notre chemin, il est du côté de la question de la construction du mouvement d'ensemble. Il est du côté de la question de la grève, des manifestations, des occupations. Tout ce qui a gagné notre classe, la classe ouvrière, c'est au travers de ces luttes. Et ça, on ne va pas pouvoir lober cet obstacle. C'est essentiel de faire des réunions, de faire des topos comme j'ai vu là, de faire des manifestations, de discuter, de faire bloc aussi face aux tentatives de dissolution, d'urgence Palestine, de la jeune garde. C'est le pouvoir du patronat qu'il faut qu'on dissole. Mais on sait aussi que pour dissoudre le pouvoir du patronat, pour imposer un autre pouvoir, il faut évidemment le nombre, la radicalité, la combativité. Mais on l'a eu sur ces 10 dernières années. La radicalité, le nombre, la combativité, la réflexion sur quel monde on veut, des places occupées au mouvement des Gilets jaunes, aux grèves de secteurs stratégiques, mouvement des retraites, manifestations de masse. Évidemment que cette possibilité, elle existe, mais il faut que ça devienne un objectif stratégique. La question de la grève, la question de sa généralisation, la question de bloquer l'économie. Et pour ça, il faut s'organiser, pas juste dans des syndicats, pas juste lorsqu'il y a des mobilisations qui sont sur le haut, au quotidien. Les révolutions, elles ne se préparent pas en période révolutionnaire, elles se préparent bien avant. Les grèves, elles ne se préparent pas juste quand elles explosent.
Et en même temps, très souvent, on ne prépare pas grand-chose et on ne décide pas grand-chose. Mais si on a une organisation, si on a des militants et des militantes implantés dans des boîtes, dans des entreprises, capables de justement jouer un rôle dans ces moments d'explosion, c'est là où tout bascule, où tout se balance. Et évidemment qu'il faut mener ce type de bagarre, de bataille. Militer, en réalité, c'est vivre consciemment en système capitaliste. Militer comme un internationaliste, comme une internationaliste, comme un communiste, comme un révolutionnaire, c'est en réalité ne pas se laisser dicter nos choix par la loi du profit, qui en fait immerge sur tous les champs de notre vie, sur tous nos rapports. Militer, s'organiser dans des organisations révolutionnaires, c'est pouvoir décider de ce que nous voulons construire, d'en finir avec le pouvoir, évidemment, du patronat, de ceux et celles qui nous exploitent. Alors il y a des grèves, il y a des bagarres. Dans le social, vous avez vu, le 1er avril, parfois à partir de simplement de formes d'auto-organisation, commission du travail social en région parisienne, qui est l'émanation justement des occupations de place en 2016 au moment de la loi travail, et qui a permis par l'implantation dans un certain nombre d'organisations syndicales, de lieux de travail, de justement dépasser le calendrier, le non-calendrier des directions syndicales, dont le seul objectif c'est d'y aller de manière dispersée. Il y a le boîte par boîte, et puis il y a le secteur par secteur, et puis il y a dans la même semaine 3 dates différentes. Évidemment, si c'est possible, de les espacer le maximum possible pour éviter que ça puisse donner l'impression de quelque chose qui pourrait vouloir dire qu'on frappe ensemble. Alors, on le dit avec une certaine force, militer, se regrouper, s'organiser. Pourquoi rejoindre en fait des organisations qui sont des organisations qui aujourd'hui, évidemment, sont minoritaires, qui sont minoritaires dans la société, qui sont minoritaires dans les entreprises, qui sont minoritaires dans les quartiers? Mais parce qu'en réalité, on n'a pas vraiment le choix. Comment on fait face, en fait, à l'horreur qui nous prépare? Comment on fait face à la barbarie qui est proposée? Aujourd'hui, on nous parle de réarmement, mais derrière, évidemment que c'est la logique des conflits interimpérialistes. Évidemment que derrière, c'est la logique des guerres interimpérialistes, des cavernes de brigands, sur le dos des peuples, sur le dos des travailleurs, sur le dos de la jeunesse. Face à ça, il faut qu'on se regroupe. Il faut le faire, déjà, en tant que militant, ouvrier, syndicaliste. J'ai envie de dire, quoi qu'on vote au moment des élections, mais il faut lutter par la grève, par sa généralisation. On a bien vu, là, depuis les retraites, depuis 2023, on nous expliquait « Vous allez voir ce que vous allez voir à la rentrée !» On a vu. Ils nous disent « La grève générale, ça ne se décrète pas, on n'appuie pas sur un bouton. » Ok, mais c'est pas non plus en masquant le bouton, en mettant toute une série d'amas de choses sur le bouton pour éviter que tout le monde puisse à un moment donné le voir ou l'apercevoir. La question du regroupement de militants ouvriers, de différentes entreprises, du public, du privé, est une question fondamentale. De se doter d'un plan de bataille. Ils en ont un en face. D'arrêter avec cette logique de collaboration de classe derrière le terme dialogue social, qui en réalité est l'accompagnement de la destruction de nos acquis. Et on a aussi une responsabilité en tant que révolutionnaire. Et c'est pour ça que le NPA révolutionnaire, de là où il propose la construction d'un pôle des révolutionnaires. Il le propose au niveau hexagonal, mais au-delà, par exemple, dans 15 jours, dans le cadre d'un comité promoteur avec plusieurs organisations italiennes, de plusieurs traditions, dont l'une, l'Ota Comunista, il va y avoir une conférence internationale à Paris qui va discuter de 2 thèmes. La situation des rivalités interimpérialistes. Comment les révolutionnaires, comment les internationalistes se positionnent autour de cette question. Et une discussion autour des révolutionnaires et des syndicats. On a proposé à l'ensemble des organisations de la gauche révolutionnaire en France de participer à cette conférence de Paris. Pas parce qu'on serait d'accord sur tout, mais parce que si on croit un peu à ce qu'on dit par rapport à la situation politique, si on est convaincu que pour avoir la paix, il faut préparer la révolution, on pense qu'on va pouvoir le faire chacun dans son couloir. Une question, c'est de se dire, allez,
Aux élections, allons séparer, on additionnera les voix. Mais au front, face à la bourgeoisie, on va y aller séparer et on va additionner les morts. Pareil dans les grèves. Pareil dans les occupations d'usines. La question du travail et du pôle des révolutionnaires est une question centrale. Alors on dit, il n'y a rien qui est plus aliénant que de continuer ta vie tranquillement dans le système capitaliste en pensant qu'en plus tu es vachement libre. Aujourd'hui, la proposition qu'on fait, c'est effectivement de rejoindre des camarades qui luttent, qui militent, qui réfléchissent, qui agissent. Et on propose aussi, cet été, fin août, du 23 au 27 août, près d'Agen, de participer à des rencontres d'été révolutionnaires. Parce qu'on va devoir préparer cette rentrée. On va devoir faire le bilan de la séquence politique qui est arrivée. Et ça fait une différence si on est 500 ou si on est 1000. Ça fait une différence si on est capable d'avoir comme surface l'ensemble des grandes villes hexagonales. Ça fait une différence s'il y a une participation internationale soutenue qui dépasse les frontières européennes. La question de la révolution, c'est une question actuelle. Mais ce qui est aussi actuel, c'est la construction d'un parti révolutionnaire. On ne considère pas que nous sommes à nous seuls l'émanation de ce parti révolutionnaire, mais en tous les cas, de manière décidée, déterminée, avec les camarades de Rennes et de la région, on va construire ce parti révolutionnaire avec tous ceux et toutes celles qui le voudront.